Alors bonjour, cette conférence est organisée par plusieurs organismes finalement de l'Université Laval. Tout d'abord, l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société, le Centre de droit international et transnational de la Faculté de droit de l'Université Laval, la chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement de la Faculté de droit de l'Université Laval et la chaire de recherche et d'innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l'énergie, également de l'Université Laval. Nos conférenciers nous feront part de leurs observations et de leurs réflexions sur la portée et les conséquences finalement du rapport Brundtland. Ce rapport, on le sait, fête ses 30 ans cette année. Ce rapport a popularisé à l'échelle internationale le concept du développement durable. Je dis bien popularisé et non pas formulé ou forgé ou créé pour la première fois là, le concept, car celui qui l'a conceptualisé pour la première fois est peu connu, en fait. C'est Carl von Carlowitz, que l'on voit ici à l'écran, là, qui est le premier forestier de Saxe et qui avait publié un manifeste en 1713, la Silvicultura Economica, et qui critiquait, dans lequel il critiquait finalement le gaspillage. Il proposait d'améliorer l'isolation des maisons, ce qu'on appelle aujourd'hui l'efficacité énergétique essentiellement. Il expliquait que ménager la nature, en l'occurrence par la conservation des forêts, c'était servir l'économie, qui à son tour assure le bien-être de la population. Il affirmait également que les générations présentes ont des responsabilités envers les générations futures, qu'il leur interdit de les appauvrir par une surconsommation des ressources. Et enfin, il critiquait la tendance de l'homme à vouloir faire de l'argent rapidement. Tous les problèmes environnementaux que nous vivons actuellement ont vu le jour malgré ces mises en garde qui datent tout de même des années 1700, relativement au danger de la surexploitation des ressources et du fait que les États devaient prendre leurs décisions en fonction aussi bien des générations présentes que des générations futures. Dans les années 70, l'ampleur des problèmes environnementaux a conduit les Nations unies à organiser la première conférence onusienne là, portant sur l'environnement, la conférence des Nations unies sur l'environnement humain de Stockholm. Et en 1987, la Commission mondiale sur l'environnement et le développement a publié le rapport « Notre avenir à tous », qui est un intitulé tout de même judicieux. Et nos conférenciers vont nous parler de la portée justement que ce rapport a eue dans plusieurs sphères de la société. Tout d'abord, nous allons entendre le professeur Michel Prieur, qui est professeur émérite à l'Université de Limoges et qui est doyen honoraire de la Faculté de droit. Le professeur Prieur est spécialiste du droit de l'environnement. Il est l'auteur du précis Dalloz de droit de l'environnement. Il est également président du Centre international de droit comparé de l'environnement, qui est une ONG internationale ayant le statut consultatif auprès de l'ONU. J'ajouterais qu'il s'agit d'un pionnier du droit de l'environnement et qu'il nous fait l'honneur de sa visite parmi nous et de son amitié. Nous allons ensuite entendre M. Jacques Prescott, qui est spécialiste de la biodiversité, du développement durable et des affaires gouvernementales. M. Prescott est professeur associé à la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi. Au sein du ministère de l'Environnement du Québec, il a coordonné les travaux interministériels de mise en œuvre de la Convention des Nations unies là, sur la biodiversité. Il a également coordonné la démarche de développement durable du gouvernement. Son expérience multidisciplinaire et internationale l'amène à analyser la performance en développement durable et à conseiller dans ce domaine le gouvernement. Il conseille également des organismes publics et des entreprises privées au Canada et ailleurs dans le monde. Il est notamment co-auteur de guides de planification stratégique de la biodiversité et du développement durable pour le PNUD, le Programme des Nations unies pour le développement, ainsi que pour l'Organisation internationale de la francophonie par l'intermédiaire de son Institut de développement durable. Par la suite, nous entendrons la professeure Marie-Hélène Parizeau, qui est professeure titulaire à la Faculté de philosophie de l'Université Laval. Elle y enseigne la philosophie morale, la bioéthique et l'éthique de l'environnement depuis, je ne sais pas si c'est un hasard, 1987, donc année justement de l'apparition du rapport Brundtland.
Depuis 2015, elle est présidente de la Commission mondiale de l'éthique de la science et de la technologie, la COMEST, de l'UNESCO. Elle a publié plusieurs ouvrages. Le dernier a été publié en 2016 aux publications de l'Université Laval avec Soël Cache et s'intitule « À chacun son développement durable, de la diversité culturelle aux nanotechnologies ». Alors, sans tarder, je cède la parole au professeur Brière. Bonjour à tous. Merci de m'associer à cet échange sur le rapport Brundtland. Ça m'a permis de faire un petit retour en arrière et de découvrir des choses que je n'avais pas découvertes auparavant. Donc, merci vraiment pour les organisateurs. Alors, comme il est indiqué ici, effectivement, la Charte mondiale de la nature, en 1982, avait déjà largement développé les idées de développement durable. Et d'ailleurs, ce document de 1982 est totalement toujours d'actualité. Il était prémonitoire et il pourrait encore servir exactement dans les mêmes termes aujourd'hui. Mais je voudrais aussi mentionner dans l'historique, en quelque sorte, du développement durable, la contribution de l'IUCN sur la stratégie mondiale de la conservation en 1980, qui avait aussi assez largement introduit de façon un peu opérationnelle le concept de développement durable. Alors, mon propos, je suis juriste de l'environnement, et donc vous m'excuserez de parler du rapport Brundtland par rapport au droit de l'environnement et à ses apports. Et pour cela, je voudrais d'abord montrer le long processus qui a abouti au rapport Brundtland et à la partie du rapport Brundtland qui concerne le droit. Et ensuite, je ferai un commentaire sur le contenu du rapport Brundtland et du rapport Lamers dont je vais parler, qui était essentiellement consacré justement au droit de l'environnement. Alors d'abord le processus, le long processus. Évidemment, le rapport Brundtland, souvent c'est associé à Rio 92, en réalité c'est bien antérieur, puisque le processus a commencé en 1987, 83 même, puisque c'est des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies qui ont en quelque sorte mandaté les travaux réalisés par le rapport présidé par Mme Brundtland, dans d'abord l'initiative du programme des Nations unies pour l'environnement. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est le PNUE qui, dans une décision de son conseil d'administration à l'époque, en 1983, a dit qu'il faudrait faire un rapport sur le futur de l'environnement et du développement durable. Et ensuite, l'ONU a repris à son compte cette idée de lancer une réflexion sur une stratégie de développement durable. Et c'est intéressant de relire maintenant la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de 1983, parce qu'elle fixe l'objectif qui était donné à Mme Brundtland. C'était proposer une stratégie de développement durable. Alors je cherchais vainement s'il était aussi proposé une stratégie de développement du droit qui accompagne le développement durable. Pas un mot sur le droit dans cette résolution, dans cette décision de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc c'était une stratégie politique, une stratégie peut-être scientifique aussi qui était envisagée, mais pas du tout une stratégie juridique pour savoir comment on allait concrètement mettre en place les instruments de la politique de développement durable. Et alors, une fois que la commission Brundtland a été mise en place, elle a institué un groupe de travail spécial d'experts en droit de l'environnement, composé de 13 membres, présidé par M. Robert Munro, je crois qu'il est canadien, sauf erreur de ma part, et le rapporteur de ce groupe d'experts, qui était composé d'experts, de juristes de l'environnement de l'époque, il y avait 13 personnes,
ce groupe avait comme rapporteur Johan Lammers, qui était le conseiller juridique des affaires étrangères des Pays-Bas. Et ces 13 juristes étaient donc chargés de faire des propositions à la commission Brundtland en matière de droit. Ils ont travaillé 2 ans, en 85 et 86, et leur rapport a fait l'objet d'une publication distincte de la publication du rapport Brundtland, qui a été publié en même temps que le rapport Brundtland, mais un ouvrage séparé uniquement en anglais, alors que le rapport Brundtland a été traduit en français. Alors j'ai consulté 2 survivants de ce groupe d'experts de droit de l'environnement qui avaient participé aux réunions en 85 et 86 en leur demandant alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette commission préparatoire pour Brundtland, de quoi vous souvenez-vous? Alors à la fin, je vous donnerai les réponses des souvenirs de ces 2 survivants. Alors quand Mme Brundtland a remis son rapport en octobre 87, la question était de savoir, évidemment, sur le plan méthodologique, qu'est-ce que Mme Brundtland et la Commission allaient faire de cette donnée. Alors, je crois qu'il y a eu quelques autres rapports qui s'appelaient Advisory Panels, des groupes de scientifiques qui avaient réfléchi sur l'énergie, alors c'est intéressant, sur l'industrie et sur la sécurité alimentaire. Et donc, ça avait été des idées qui étaient venues pour alimenter, en quelque sorte, le rapport Brundtland, plus le groupe d'experts juridiques. Et alors, à la fin, dans le rapport Brundtland, finalement, la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui prend acte du rapport Brundtland ne donne toujours aucun mot sur le droit. Donc on se dit alors, à quoi a servi le groupe d'experts en droit de l'environnement si l'Assemblée des Nations unies n'en tire aucune conséquence? Et dans le rapport lui-même, c'est le chapitre 12 de 14 pages qui s'intitule « Vers une action commune, proposition en vue d'une réforme institutionnelle et juridique ». Alors je me suis précipité évidemment vers le chapitre 12, relu en 2017, et dans ce chapitre 12, il y a beaucoup de questions sur la gouvernance ou des considérations très générales, et quand on cherche véritablement les propositions juridiques, on ne trouve qu'1 page et demie du rapport Brundtland. Alors ça nous interpelle évidemment, nous, parce qu'on dit, ouais, 92, le rapport Brundtland, c'est le lancement de tous les développements ultérieurs sur le droit de l'environnement, sur les principes du droit de l'environnement, sur les grandes conventions sur le droit de l'environnement. Bon, en réalité, pas du tout. C'est d'autres processus qui ont débouché parallèlement à Rio 92, à la Convention sur la diversité biologique, à la Convention sur la désertification, à la Convention sur le changement climatique. Mais ces 3 instruments juridiques qui sont les principaux résultats de la conférence de Rio n'étaient pas du tout dans le rapport Brundtland. C'est quelque chose de séparé dans le processus des Nations unies. Alors, voyons justement ce qui est sorti de ce groupe d'experts qui ont réfléchi pendant 2 ans au droit de l'environnement par rapport au développement durable, ce qu'il est ressorti véritablement dans le rapport du rapporteur, ce fonctionnaire diplomate des Pays-Bas, M. Lammers, et dans le rapport Brundtland lui-même. Alors, ces experts juridiques qui ont passé 2 ans à discuter, j'imagine, quel serait le futur du droit de l'environnement, ils ont été essentiellement polarisés par le droit transfrontalier et par les pollutions transfrontalières. Parce qu'à l'époque, finalement, l'approche de l'environnement par le droit était beaucoup conditionnée par les travaux antérieurs de l'OCDE sur
les pollutions transfrontalières et la façon dont on pouvait, au niveau gouvernance et au niveau juridique, régler les problèmes transfrontaliers. Et donc, la majorité des propositions du groupe d'experts est concentrée sur le droit transfrontalier. Et après, dans le rapport Brundtland, il en reste très peu, 2 lignes. Et dans les principes de Rio, il y aura un principe qui parle des dommages sur les États voisins en ce qui concerne le transfrontalier. Et donc, il y a une espèce de séparation importante, si vous voulez, au niveau du processus intellectuel, de ce que concevaient les juristes de l'environnement à cette époque et de ce qui en est ressorti dans la commission Brundtland. J'espère qu'ils ont discuté des propositions des juristes, mais ils n'en ont pas retenu grand-chose. Il y avait aussi beaucoup d'éléments sur un principe qui, à mon sens, n'a pas été assez développé et qui est bien souligné dans la proposition du rapport Lamers, c'est ce qu'il appelle la gestion durable optimale. Et alors, ils ont beaucoup discuté entre gestion durable optimale et gestion durable maximum ou maximale, et en retenant le vocabulaire optimal. Alors, en réalité, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est encore quelque chose qui est très insuffisant et qu'il faut promouvoir et qu'on va essayer de promouvoir en tant que juriste de l'environnement. C'est l'idée de ce qu'on appelle l'empreinte écologique, l'impact des activités humaines sur le milieu et la capacité en quelque sorte de résistance du milieu naturel à l'activité humaine. Alors on appelle ça aussi, beaucoup en anglais, carrying capacity, la capacité de charge du milieu. Et j'ai toujours trouvé que cette idée de capacité de charge du milieu naturel était très importante parce que ça fixe une espèce de seuil, un espèce d'indicateur, de limite à ne pas dépasser, alors qui est très répandu chez les scientifiques. Les écologues, les scientifiques sont très... Et il y a beaucoup de littérature scientifique sur la capacité de charge du milieu naturel. Mais il n'y a pas de littérature juridique sur la capacité de charge, parce que ce n'est pas encore un principe juridique. Et donc, moi-même, je l'ai introduit timidement, mais ça a réussi dans une convention internationale sur la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée, où il y a une pression sur le littoral qui est importante de toutes les activités, et on a introduit capacité de charge, en disant les États doivent développer leur littoral, mais les études d'impact, notamment de ces zones littorales, doivent comporter un chapitre sur la capacité de charge, évaluer si on ne dépasse pas les limites supportables pour le milieu naturel. Et je crois que c'est le seul exemple en droit international où il y a la notion de capacité de charge. Mais ça devrait être un principe général du droit international. Il a un peu son origine dans le rapport Lamers. On ne le retrouve pratiquement pas dans la déclaration de Rio et dans le rapport Brundtland. Alors évidemment, dans le rapport Lamers, il y a le droit de l'homme à l'environnement, qui n'était pas trop à la mode, mais qui était déjà dans Stockholm. Et donc, ces juristes de 82-83, ils n'ont pas inventé grand-chose, puisqu'il y avait déjà le droit de l'homme à l'environnement dans la déclaration de Stockholm. Mais ça a été repris par la déclaration de Rio et par le rapport Brundtland. Alors, le rapport Brundtland présentait dans sa partie, sa page et demie juridique, sur je ne sais pas combien de pages, présentait une proposition qui est complètement tombée à l'eau et que j'avais totalement oubliée et qui était pourtant le point fort de la conclusion de Mme Brundtland dans son chapitre sur la gouvernance. Elle disait « Il faut ouvrir des négociations pour une déclaration universelle et une convention relative à la protection de l'environnement et au développement durable. » Et donc elle appelait à l'élaboration d'une déclaration universelle et d'une convention mondiale sur la protection de l'environnement et le développement durable. Bon, c'est complètement tombé à l'eau. Il n'y a aucune convention universelle, ni sur le développement durable,
ni sur l'environnement. Mais c'était l'axe fort de sa proposition, qui bizarrement n'était même pas la proposition de la commission des juristes, et qui devait être peut-être la proposition de la commission, des autres experts scientifiques ou autres, qui disaient oui, oui, il faut une convention universelle sur l'environnement. Et donc elle a lancé ça à l'ONU, et l'ONU n'en a rien fait. Et j'ai fait un peu le calcul. Combien de minutes? 5 minutes. J'ai fait un peu le calcul entre les principes proposés par le rapport Lamers et les principes de la déclaration de Rio. Hein? Et j'ai fait un tableau, mais comme je ne sais pas faire les tableaux par informatique, je ne peux pas vous le faire communiquer, mais j'ai calculé les principes du rapport des juristes de l'environnement et les principes de Rio. Et alors c'est très amusant parce que sur les 27 principes de Rio, de la déclaration de Rio, alors qui sont tous plus ou moins des principes juridiques, ou parajuridiques, politiques, on ne trouve que 8 concepts, je dis concepts plutôt que principes, 8 concepts qui sont dans le rapport Lamers. Donc dans les idées, en quelque sorte, qu'avait formulé le rapport Lamers sur l'avenir de l'environnement et du droit de l'environnement, il y avait 8 idées fortes, et on n'en retrouve que 8 parmi les 27 principes de Rio. Et donc, les principes de Rio ont été beaucoup plus larges dans leur formulation, dans leur perspective, que les propositions des juristes. Alors, il faudrait voir par rapport aux propositions des autres participants à la commission Brundtland, s'ils ont été aussi, eux, à l'origine de certains principes de Rio. Ça, je ne sais pas, c'est un travail à faire. En tous les cas, par rapport à l'environnement transfrontalier, qui était le thème majeur du rapport Lamers, la déclaration de Rio et le rapport Brundtland est très en dessous de ce qui était proposé par les juristes de l'environnement, est très inférieur dans les ambitions qui avaient été formulées par rapport à des règles à inventer. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais consulté les survivants de cette commission qui avait contribué à aider Madame Lamers à rédiger son chapitre 12. Et alors, ils m'ont indiqué des lacunes qu'ils n'avaient pas réussi à faire passer à l'époque. Alors, c'est assez amusant. Le thème de la participation du public, qui aujourd'hui est quelque chose de commun et d'ordinaire, qui est dans le principe 10 de Rio, et qui s'est développé avec Arus, etc. Ils n'ont pas réussi, en 85-86, et dans le rapport Brundtland, à faire passer l'idée de la participation. Parce qu'on disait, mais c'est déjà dans le thème de l'information. À l'époque, on confondait information et participation. Il y a déjà l'idée d'information, qui était déjà dans la Charte de la nature, etc. Et donc, faire de la participation du public un thème séparé, parce que politiquement et juridiquement, c'est quand même pas la même chose. Même si participer, il faut avoir de l'information, on ne participe pas de la même façon qu'on donne ou on reçoit l'information. C'est vraiment deux choses différentes. Eh bien, ils n'ont pas réussi à le faire formuler dans le rapport Brundtland et dans le rapport Lamers. Une autre idée que ce participant à la commission n'a pas réussi lui-même à imposer à ses collègues, c'était l'idée de partage des ressources naturelles, qui pourtant était un thème déjà que le PNU avait abordé un peu avant et qui était assez commun. Et alors, il avait une proposition, c'est un ancien ambassadeur des Philippines, M. Tolentino, il avait une proposition de faire reconnaître le concept de souveraineté fonctionnelle. Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait derrière souveraineté fonctionnelle, mais pour faire accepter par les États l'idée de partage des ressources naturelles entre plusieurs États. Que la souveraineté n'était pas uniquement, je ne sais pas quoi, l'opposé à fonctionnel, mais qu'elle pouvait être en fonction des objectifs ou des espaces. Et alors cette idée, elle n'a pas eu de suite.
ni dans le rapport Brundtland, ni ensuite. Et relié aussi aux ressources naturelles, l'idée de biens communs internationaux. Il n'y a pas la mention des biens communs. Maintenant, ça devient presque commun de parler des biens communs. Hein. À l'époque, non, l'idée n'est pas passée. Les biens communs internationaux ou les espaces communs internationaux. Rien sur conflits armés et environnement. Alors que maintenant, à la Commission du droit international à l'ONU, il y a un rapporteur spécial qui prépare des articles de droit international sur les rapports entre l'environnement et les conflits armés, les effets des conflits armés sur l'environnement. Là, à l'époque, l'idée n'est pas passée. Conflit armé et environnement, alors qu'aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour de la Commission du droit international. Et puis évidemment, rien sur la non-régression, qui est mon thème favori, c'est-à-dire le fait qu'en matière d'environnement, l'objectif, c'est toujours l'amélioration et le progrès dans la protection de l'environnement, et que par conséquent, à contrario, si l'objectif politique, c'est de toujours faire mieux, de toujours mieux protéger l'environnement, toute politique qui aurait pour résultat de limiter, de réduire, d'abroger ou de supprimer serait en contradiction avec l'objectif de progrès. Et donc, l'opposition du progrès, c'est la régression. Toute la politique de l'environnement est orientée vers le progrès de la protection de l'environnement. Et donc, tant qu'il n'y aura pas un principe qui verrouille le progrès, qui empêche les reculs, qui empêche le backtrack, les marches arrière, le progrès sera menacé de régression. Alors évidemment, cette idée n'apparaissait ni dans la commission Lamers, ni dans le rapport Brundtland. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Prière. Nous allons donc maintenant céder la parole au professeur Jacques Prescott, qui a une longue expérience, comme on vous l'a dit, là, en matière et qui a conseillé de nombreuses organisations sur les meilleurs moyens à prendre pour mettre en œuvre le concept de développement durable. Merci. D'abord, j'aimerais remercier l'Institut EDS de m'avoir invité. Ça faisait quelques années que je n'étais pas venu à Québec. Je suis venu à Lévis il n'y a pas longtemps pour animer un atelier pour le plan de développement durable de la ville de Lévis. Et puis, j'espère revenir bientôt pour peut-être aider les gens de Saint-Augustin. Mais voici de ce dont on parle aujourd'hui. Hein, c'est le rapport Brundtland. Donc, ça existe. Hein, c'est vraiment un document qu'on doit lire et qu'il faut lire et qu'on a lu. Et celui que j'ai ici est très annoté. Je vais essayer de vous présenter d'abord les principales recommandations du rapport Brundtland. Ensuite, on va voir quel impact le rapport Brundtland a eu au niveau international. Ensuite, quel impact au Québec. Et ensuite, quels sont les défis qui nous attendent. Parce qu'il y en a beaucoup. Alors, le rapport de la commission Brundtland. D'abord, il faut dire que Mme Brundtland était l'ancienne première ministre de Norvège. Elle est toujours vivante aujourd'hui et elle a récemment donné un avis sur les résultats de sa commission. Peut-être que je l'évoquerai tout à l'heure. Donc, le rapport de la commission Brundtland identifie clairement, je dirais, les problèmes environnementaux les plus criants des années 1980. Mais quand on lit ça, on a l'impression d'être en 2017. Croissance démographique incontrôlée, déboisement et pâturage excessif, destruction des forêts tropicales, extinction des espèces vivantes, augmentation de l'effet de serre causant les changements climatiques, on en entend parler, n'est-ce pas? Les pluies acides sont toujours un problème à l'échelle mondiale. L'érosion de la couche d'ozone stratosphérique, on dit avoir contrôlé cette situation-là, mais qu'est-ce qu'on en sait vraiment? Et puis le rapport insiste aussi sur les aspects socio-économiques et en particulier sur les effets pervers d'une croissance économique débridée, c'est dit comme ça, et de la surconsommation des ressources par les plus nantis. Donc, la commission Brundtland parle de surconsommation et elle propose aussi une définition du développement durable qu'on voit ici. C'est une définition qui est très utile parce que dans les discussions au ministère de l'Environnement, quand il était temps de faire un plan de développement durable, on me demandait qu'est-ce que c'est le développement durable? Je disais, c'est ce qui est écrit là.
un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. C'est-à-dire qu'on ne discute pas de la définition d'un développement durable quand on veut faire du développement durable. On doit agir. Et puis la Commission Brundtland propose des pistes d'intervention, et puis c'est ces pistes-là qu'on a essayé de suivre au fil des ans. Donc, en vue d'un développement durable, la Commission identifie une série d'objectifs stratégiques qui incluent notamment la modification de la qualité de la croissance économique, la maîtrise de la démographie, la satisfaction des besoins humains essentiels, la préservation et la mise en valeur de la base de ressources, la prise en compte de l'environnement dans les mises au point de nouvelles techniques et l'intégration des préoccupations écologiques et économiques dans la prise de décision. Quand on décide, on doit tenir compte des deux aspects. L'aspect social sous Brundtland est un petit peu négligé, mais il a pris de la vigueur ces dernières années, on peut dire. La Commission propose aussi des solutions qui s'appliquent à l'échelle mondiale. Par exemple, diminuer la consommation énergétique dans les pays industrialisés, pas dans les pays en développement qui ont besoin de développer leur source d'énergie et d'avoir accès à l'énergie. Favoriser le développement des énergies renouvelables, encourager le reboisement massif dans les pays touchés par la désertification, réaliser des réformes fiscales et foncières. Ça, c'est très, très important pour réduire les pressions sur les écosystèmes. C'est un aspect qui est très négligé au Québec actuellement. Adopter une convention internationale pour la protection des espèces. Bon. Bien que ces mesures visent essentiellement la protection de l'environnement, le rapport Brundtland insiste, je le répète, sur l'importance de combattre la pauvreté et l'injustice qui sont, selon Brundtland, à la fois cause et effet des problèmes environnementaux. Donc, parlons d'argent maintenant. Pour financer ce virage écologique, la Commission Brundtland propose une réforme des institutions internationales, notamment la Banque mondiale et le FMI, qui, selon la Commission, devraient mieux tenir compte des objectifs sociaux et environnementaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1987, lorsque le rapport a été publié, quelques mois avant la publication de Brundtland, la Banque mondiale a créé sa division environnement, comme par hasard. Alors, ils ont senti la soupe chaude, ils ont décidé de modifier leur gouvernance pour intégrer cette dimension environnementale dans les prises de décision. C'est bien, mais quelques années plus tard, j'ai rencontré le président Wolfensohn à l'époque et qui nous a dit, dans un grand forum à Rio en 1997, qui dit « Nous avons failli à la tâche et je m'en excuse, puis on va essayer de faire mieux. » Ce n'est pas mieux aujourd'hui. La Commission recommande aussi une réorientation des dépenses militaires au profit de la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Puis elle interpelle, la Commission Brundtland, les grandes entreprises pour qu'elles s'engagent sur la voie d'une production et d'une consommation plus responsable. Quand on voit les recommandations de Brundtland, on voit qu'il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait quand même sur ces divers points qui sont évoqués. Le rapport Brundtland démontre en fait que l'économie mondiale et l'écologie mondiale sont désormais profondément imbriquées. Au-delà de l'interdépendance économique des nations, il faut dorénavant composer avec leur interdépendance écologique. C'est ce que dit Brundtland. Puisque la crise du développement est mondiale, les solutions doivent l'être aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau international une fois que ce rapport a été publié? Bien, on peut dire que si je regarde simplement l'action des Nations unies, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres organismes internationaux, mais les Nations unies seulement, on peut dire que l'action des Nations unies a été catalysée par la démarche proposée par Brundtland. Et en 1992, donc, 5 ans après Brundtland, d'abord, avant Brundtland, avant le rapport de la rencontre de Rio, il y a eu un document qui a été publié qui s'appelait « Caring for the Earth », Sauver la planète. Et puis, ce document-là était publié par le Fonds mondial pour la nature, l'UICN et d'autres, et puisait largement dans le rapport Brundtland pour en présenter une nouvelle dimension, si on veut mettre l'emphase sur le rapport Brundtland pour être sûr qu'on en tienne compte lors des discussions de Rio. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Rio? On a défini les principes fondamentaux du développement durable et on a établi un programme d'action qu'on appelle Action 21.
Ce programme-là, c'est sur lequel se fondent aujourd'hui de nombreuses initiatives en faveur du développement durable. Donc, suivant les recommandations de Brundtland, le sommet de Rio a vu quoi? L'adoption de 3 conventions qu'on a évoquées tout à l'heure, donc la diversité biologique pour sauver les espèces. Hein? On disait qu'il y avait une crise mondiale des espèces, de la biodiversité, pour prévenir le changement climatique et lutter contre la désertification. Donc, 3 recommandations de Brundtland, 3 recommandations qui ont été transformées en conventions internationales. Un peu plus loin, hein, 92, donc en 2000, au siège de l'ONU, on s'est dit, on va adopter des objectifs du millénaire pour le développement. Bon, une déclaration du millénaire dans laquelle ont été énoncés 8 objectifs pour le développement, des objectifs qui ont encore été une fois inspirés de Brundtland et de Rio. Puis là, ce qu'on voyait avec les OMD, c'était bizarrement, c'est qu'on avait d'une part la démarche de Brundtland et Rio, et puis tout à coup, on parle des OMD, et puis c'est comme si on tente de faire une nouvelle intégration des aspects socio-économiques environnementaux sous une autre façon de faire. Et puis, finalement, on s'est dit en 2015 que tout à coup, on avait réussi la majorité des objectifs qu'on avait adoptés en 2000 avec la déclaration du millénaire. Bon, on a dit que la pauvreté avait diminué, des choses comme ça, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, en 2015, on a dit, bon, on a fait un bon travail, mais il nous faut remplacer nos OMD, les objectifs du millénaire, par d'autres choses, parce qu'en 2015, là, on n'a plus d'objectifs tout à coup. Comme si ce qu'on avait fait avec Brundtland et avec Rio, ça n'existait plus. Donc, on passe à autre chose. On se dit, il faut avoir une nouveauté. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, l'ONU a travaillé avec les gouvernements, la société civile et les différents partenaires, donc économiques, pour exploiter la dynamique dégagée par les OMD, puis élaborer un programme ambitieux pour l'après 2015. Hein, transformer notre monde, le programme de développement durable à l'horizon 2030. Donc, ce programme-là, il s'articule autour de 17 objectifs mondiaux pour le développement durable, ce qu'on appelle dans le jargon là, les ODD. Donc, les OMD millénaires et ODD, développement durable, tout comme le programme d'Action 21, ce sont des stratégies de développement auxquelles doivent se soumettre les États membres. Puis là, je dirais ici, se soumettre les États membres au risque d'être ostracisés sur la scène internationale. Ils ne sont pas obligés, de s'y conformer, mais c'est mieux de le faire parce que, pourquoi? C'est que l'adoption des ODD, ça a entraîné un grand nombre d'initiatives pour encourager les États à mettre en œuvre ces objectifs-là. On a vu ces dernières années des cadres d'intervention, des principes, des indicateurs de suivi, des évaluations, des formules, si on veut, d'évaluation de la situation. Et puis, les pays, les pays en développement doivent, disons, suivre la recette, si on veut. On leur demande de faire des stratégies nationales de développement durable et puis ensuite d'appliquer tout ce qu'ils peuvent là, de la meilleure façon pour améliorer la situation, semble-t-il, selon les critères que l'ONU a décidés, que les fonctionnaires de l'ONU ont mis dans les grands textes internationaux. Je dirais ici que, bien que le concept de développement durable se présente comme une solution pleine de promesses, l'imposition du schéma directeur du développement durable peut, dans certains cas, être considérée comme une ingérence dans la gouvernance des États et plus particulièrement des pays émergents, qui doivent dorénavant suivre ce schéma directeur-là pour avoir accès au financement international. J'ai récemment fait une stratégie en océan Indien, dans un pays de l'océan Indien, et on a fait une stratégie sans tenir compte des cadres internationaux, en faisant ce que les gens du lieu voulaient. Une fois que les partenaires socio-économiques, ONG, gouvernements se sont entendus sur un document, on a déposé ça sur un bureau d'un technicien du PNUD qui nous a dit,
« Ah non, vous n'avez pas suivi le cadre. Il faut recommencer l'exercice. » Voyez-vous, c'est comme ça. Alors, les gens de ce pays-là qui étaient très avancés et qui est aujourd'hui un je dirais, des pays en avant dans la région en matière de développement durable, s'est retrouvé un peu freiné dans sa propre démarche autonome par le fonctionnarisme. Donc, il faut faire bien attention quand on parle de faire appliquer des principes ou des méthodologies dans certains pays qui, dans certains cas, n'ont pas besoin de ça pour vraiment se développer. Je dirais par contre que le rapport Brundtland et les grands sommets onusiens ont quand même catalysé l'action de la société civile, ça il faut le dire, là, et puis souvent de très belle façon. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années? On a vu se développer des concepts comme l'agriculture biologique, certification environnementale, etc., l'investissement responsable, l'économie verte, l'analyse de cycle de vie, l'écologisation des processus de production et surtout le marketing vert, hein, pour ne pas dire le greenwashing, qui offre aux entreprises l'opportunité de polir à peu de frais leur image de bons citoyens corporatifs. Au Québec, qu'est-ce qu'on a découvert avec le rapport Brundtland? On nous a vraiment lancé sur une lancée exceptionnelle. Le Québec a financé la traduction en français du rapport Brundtland. Hein, c'est Harvey Mead, que vous connaissez peut-être, et puis Luc Gagnon, qui ont été vraiment des artisans de la traduction en français de ce document-là. Financé par le gouvernement du Québec, puis on a créé en 1988 la Table ronde québécoise sur l'environnement et l'économie, qui a organisé le premier forum québécois sur le développement durable en 1989. Puis on a créé le CIDD, un comité interministériel, en 1991. Bon, on s'est fait remarquer à Rio. On était très actifs à Rio, le Québec. Mais entre Rio et Johannesburg, 10 ans plus tard, là, pas grand-chose au niveau gouvernemental. Puis même, je dirais que le concept a perdu de son intérêt dans le ministère de l'Environnement. Et puis, quelques mois avant Johannesburg, comme par hasard, là, on m'a demandé, disons que j'ai découvert que l'équipe de développement durable étant moribonde, j'ai demandé de reprendre en main cette équipe-là. Puis là, à partir de là, on a relancé le dossier pour faire le cadre de développement durable du Québec, qui inclut l'adoption d'une loi québécoise sur le développement durable, donc une législation qui, encore aujourd'hui, est très exemplaire. Donc, au niveau international, là, il y a très peu d'exemples aussi bien structurés. En vertu de cette loi-là, on a créé le poste de commissaire au développement durable. On s'est engagé à tenir compte de 16 principes du développement durable, puis mettre en œuvre une stratégie qui doit être révisée à tous les 5 ans. Puis les ministères et organismes publics doivent faire et mettre en œuvre des plans d'action sectoriels. Donc, il faut dire aussi, du côté de la société civile, que le rapport Brundtland a vraiment inspiré un grand nombre d'initiatives. Je pense au congrès NICAN en 1997, avant ça, l'Éco-sommet en 1996, organisé par les ONG. Et puis, on a aussi... le rapport Brundtland a aussi inspiré de nombreuses organisations non gouvernementales qui, en fait, ont vu le jour suite à Brundtland ou bien qui ont modifié leur approche. Je pense, par exemple, aux écoles vertes Brundtland de la Fondation Monique Fitzbach, l'UQCN qui est devenu Nature Québec, les conseils régionaux de l'environnement et du développement durable, le conseil patronal de l'environnement, Équiterre, le Jour de la Terre, donc des organismes qui sont carrément centrés sur le concept de développement durable. Puis le milieu universitaire n'est pas en reste avec la création de programmes de recherche, de chaires d'études, des programmes d'enseignement sur le développement durable qui ont foisonné depuis ces années-là. Quel progrès? Alors, écoutez, très peu de progrès depuis Brundtland en réalité au niveau mondial. On peut dire qu'on a réduit quand même le nombre de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté, plus de personnes ont accès à l'eau potable, moins d'enfants meurent dans la petite enfance, mais malgré le fait que certains pays connaissent des niveaux de prospérité sans précédent, cette prospérité n'est qu'apparente.
Le pillage des ressources naturelles, la dégradation de l'environnement se poursuivent à un rythme effréné. Le changement climatique menace plus que jamais les populations et les écosystèmes les plus vulnérables. La capacité de support de la planète est sur le point d'être dépassée. Donc, les limites planétaires sont sur le point d'être dépassées dans bien des domaines. Elles le sont déjà dans quelques domaines. L'écart entre les riches et les pauvres s'élargit constamment. L'insécurité progresse. La démocratie bat de l'aile. Il faut être très attentif parce qu'on a des pertes de pouvoir démocratique dans bien des endroits de la planète, et même ici au Canada. Et la pensée unique envahit les grands médias. On pense tous de la même manière. Pas de place à l'innovation. Il y a des statistiques inquiétantes pour vous faire rire peut-être. En 40 ans, le nombre de spermatozoïdes produits par les hommes a baissé de près de 60 % dans les pays riches. Le nombre d'enfants et d'adolescents obèses a été multiplié par 10 en 40 ans à l'échelle de la planète. Et les populations de vertébrés sauvages ont diminué de 52 %. Alors, dans bien des domaines, là, c'est la catastrophe en réalité. Le progrès qui est dicté par la croissance économique s'appuie en réalité sur quoi? Sur l'appauvrissement des classes moyennes, sur l'endettement des nations et des individus, sur l'hégémonie et le contrôle économique des banques, sur la surconsommation des ressources de la nature et la croissance des inégalités entre les humains. Puis on ne doit pas oublier non plus la délocalisation des emplois industriels, l'exploitation sociale des travailleurs du Sud. Puis en 2017, l'endettement public et privé des 44 pays les plus riches a atteint 235 % du PIB, alors qu'il n'était encore très élevé, mais de 190 % du PIB en 2007. Donc, une croissance très rapide de l'endettement. Au Canada, on a des promesses d'endettement aussi ces années-ci avec le gouvernement fédéral. Au chapitre de la gouvernance, la corruption des élus, on l'a vu avec la commission Charbonneau. Ça continue de progresser, qu'on le veuille ou non. La majorité des médias mainstream sont contrôlés par qui? Les grands groupes industriels et par les banques. Les budgets militaires sont en constante progression. Alors, où est Brundtland, la recommandation d'utiliser cet argent pour sauver la planète? Ça n'existe pas. Puis, malgré un engagement ferme des gouvernements envers le développement durable, les actions significatives tardent à s'imposer. On dirait même que nos dirigeants font semblant d'appuyer sur le frein avec un discours lénifiant sur le développement durable, alors qu'ils appuient à fond sur l'accélérateur. Puis les dirigeants me paraissent plus enclins à répondre aux exigences des lobbies oligarchiques qu'aux attentes légitimes de leurs électeurs. Il faut être attentif à ce qui se passe. Puis là, l'exemple, c'est quoi? On s'est engagé partout à réduire les gaz à effet de serre. Les gouvernements du G20 consacrent 4 fois plus d'aide publique aux combustibles fossiles qu'au développement de l'énergie renouvelable. Puis au Canada, entre 2013 et 2015, le Canada fournit 3 milliards de dollars par année de financement public pour le pétrole, gaz, charbon, seulement 171 millions de dollars par année pour l'énergie propre. On est très, très loin entre les grandes idées, les promesses et l'action. Quels sont les défis? Le rapport Brundtland nous a donné une compréhension très profonde des défis qui sont interconnectés auxquels nous devons faire face. Et puis, le succès du développement du concept est dû au fait que Brundtland avait raison en mettant au jour des vérités fondamentales qui ont été confirmées par la suite. Puis la nécessité de respecter les limites biophysiques, de remédier aux déficiences matérielles est aujourd'hui mieux comprise, puis l'interdépendance entre la protection de l'environnement et la réduction de la pauvreté est davantage reconnue. Mais la situation continue de se dégrader, même si plein d'individus de bonne foi font des actions extraordinaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Je terminerai là-dessus. Je vais citer ici Pierre Rabhi, qui est un agriculteur philosophe français, qui est un promoteur de la sobriété heureuse. Pensons aussi au docteur Serge Mongeau, qui est un adepte de la simplicité volontaire. Pensons à l'écologiste Pierre Dansereau qui prônait l'austérité joyeuse. Tout ça pour réduire la consommation des biens et des ressources tout en dégageant une marge de manœuvre pour un investissement plus responsable. Mais comment pourrait-on convaincre les plus riches à prendre un tel virage? Comment pourrait-on nous convaincre, se convaincre soi-même
Alors pour ça, j'évoquerai une stratégie écologiste en 4 points qui a été proposée dès 1984 par Michel Jourdan dans son fameux livre « Le défi écologiste ». Premièrement, sensibiliser le citoyen. Deuxièmement, démystifier le progrès quantitatif. Rappelez-vous Brundtland qui parle de modifier notre approche du développement, du progrès. Proposer des modes de vie alternatifs et encourager un débat public démocratique. Les 4 recettes, les 4 points de Michel Jourdan. J'ajouterai ici qu'il faut éduquer sans relâche les jeunes et les moins jeunes, nos dirigeants, aux principes d'un développement durable. Les 16 principes que le Québec a adoptés dans sa loi, il nous faut les faire connaître et surtout les appliquer, en tenir compte et les appliquer. Il faut régulariser davantage et réduire le pouvoir des banques et des milieux financiers qui contrôlent l'économie. Miser sur la subsidiarité, que la décision se prenne au bon niveau, puis encourager la responsabilisation des élus et des dirigeants, favoriser une information indépendante et surtout apprendre à reconnaître l'influence des lobbies et des groupes d'intérêt. Ça, c'est très, très important, savoir qui nous contrôle actuellement, qui nous empêche de progresser sur la bonne voie. Un programme de travail qui nous concerne tous, sur la voie d'un développement qui est centré sur quoi? Sur la collaboration, sur la durabilité, sur le bien-être, la prospérité et la paix. En terminant, là, rappelons-nous les paroles d'un chef autochtone, hein, Geronimo. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors qu'est-ce qu'on saura? On saura que l'argent, ça ne se mange pas. Merci beaucoup. Merci, M. Prescott. Nous allons maintenant entendre la professeure Parizeau, qui est professeure titulaire à la faculté de philosophie, qui est une spécialiste, donc, comme je le disais tout à l'heure, de la bioéthique et de l'éthique de l'environnement. Vous allez voir, il y a des points qui vont être convergents avec ce qu'on vient d'entendre. C'est rassurant, ça veut dire qu'on a des analyses communes. Moi, je trouve que c'est sympathique. Je vais, évidemment, comme philosophe, je vais aller de façon moins pratique, plus abstraite, et je vais essayer de vous partager avec vous là, ce que j'appelle le legs du rapport Brundtland avec le concept de développement durable. Alors, il y aura 2 éléments sur lesquels je vais élaborer. Le premier est la métamorphose du concept de développement des nations en développement durable comme projet mondial. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième élément se rapporte aux ODD, là, ce dont on vient de parler, là, les objectifs du développement durable, qui entérine une seconde métamorphose, celle d'un discours sur le développement durable en des objectifs et des cibles à atteindre pour tous les États, c'est-à-dire la transformation d'un discours en une pratique gestionnaire du développement durable. Ma conclusion sera évidemment un peu critique. Face aux grandes perturbations mondiales qui ont été nommées justement, n'y a-t-il pas la place pour différents modèles de développement durable qui incluraient la dimension culturelle et respecteraient davantage la diversité de nos façons d'habiter la Terre? Donc, vous voyez qu'il y a manifestement une convergence de points de vue, simplement une différence d'angle d'approche. Alors, premier legs du rapport Brundtland, la métamorphose du concept de développement. Alors, chacun sait que le concept de développement a une longue histoire controversée. Rappelons simplement et très brièvement que le mot développement apparaît officiellement dans le discours politique de Truman en 1949, alors qu'il est président des États-Unis, et qui lance, dans le contexte de la reconstruction de l'Europe et de la guerre froide, un programme d'accroissement de la richesse collective. Le système capitaliste de libre marché et le système socialiste de la planification centralisée sont alors au début d'une compétition sans merci. Mais le concept de développement a des origines plus anciennes, fondées dans la théorie économique libérale du XVIIIe siècle avec Malthus, Ricardo, Adam Smith. Et l'évolution capitaliste libérale est vue comme l'aboutissement de différents modes de production qui se succèdent à travers l'histoire de l'humanité. C'est un schéma évidemment qui sera contesté par Marx au XIXe siècle. Quant au concept de développement accéléré ou de croissance accélérée, ils sont liés à la stratégie des pays sous-développés de rattraper l'avance technique et économique des pays occidentaux modernes. Dès 1920, l'URSS, qui modernise son industrie, utilise ce genre de terminologie.
Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette petite généalogie historique? C'est que toutes ces conceptions du développement sont traversées en filigrane par une philosophie de l'histoire ancrée dans l'évolutionnisme des sociétés. C'est le point important ici. Donc, revenons à l'histoire. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'appel américain en réponse à la menace communiste est lancé aux sociétés pour sortir de leur sous-développement. Le modèle théorique de développement passe nécessairement par la révolution industrielle, qui au départ nécessite une révolution agricole, c'est-à-dire une modernisation des méthodes agraires traditionnelles et des structures sociales qui lui sont associées. La mécanisation de l'agriculture entraîne un mouvement d'exode rural qui lui-même accélère la concentration de l'industrialisation dans les villes et leur organisation en conséquence. Ces changements importants dans les sociétés impliquent au départ la transformation des cultures, des traditions, des transmissions sociales et des mœurs. Le développement consiste à atteindre progressivement le modèle des pays modernes occidentaux de façon uniforme et linéaire. C'est également au nom de l'universalité des droits de l'homme, qui soutient moralement ce modèle, que se mettent en marche des modalités de développement économique dans les pays du Sud dits sous-développés. À partir des années 1960, des critiques économistes, souvent marxistes, vont venir des pays du Sud. Ces critiques sont radicales et dévastatrices. Ce développement des sociétés suivant un seul modèle appauvrit, voire nie la diversité des cultures. Je cite l'UNESCO ici, en restreignant la créativité humaine et en limitant l'horizon entre un passé vénéré et un avenir incertain. Ainsi, au début des années 80, le concept de développement semble périmé, dans la mesure où il entérine la supériorité du modèle de développement dans la société moderne occidentale sur les autres types de sociétés et maintient dans les faits, au plan économique, les pays du Sud dans le sous-développement, ce qu'on appelle à l'époque le néocolonialisme. Le concept de développement durable, élaboré dans le rapport Brundtland de 1987, dans la foulée de ces critiques, ouvre donc sur une reformulation théorique et pratique du vieux concept de développement. L'environnement étant devenu, depuis les années 1970, un enjeu mondial central, il offre alors un autre point d'appui en permettant de repenser la question du développement dans une nouvelle perspective plus globale et en redéfinissant les paramètres du développement des sociétés. Ces nouveaux paramètres sont entre autres d'ordre éthique, et c'est sur ça que je vais peut-être un petit peu insister. Ils impliquent des changements de pensée et de trajectoire. Le concept de développement appelait vers la richesse des nations. Le concept de développement durable se centre d'abord sur la justice envers les plus démunis. Là, je me réfère à la définition du rapport Brundtland. C'est l'idée de la pauvreté qui sera distinguée par la suite de l'extrême pauvreté. Les notions de besoins primaires seront différenciées des biens premiers. Ce sont ces notions qui seront affinées par la suite. Par exemple, sous l'influence d'Amartya Sen, le PNUD va progressivement introduire le concept des capacités. Le rapport du PNUD de 2010, intitulé « La vraie richesse des nations, les chemins du développement humain », présente une synthèse des efforts accomplis depuis 20 ans pour obtenir une vision plus globale sur la façon dont les gens vivent. On utilise de nouveaux indicateurs, comme l'indice de développement humain et plus récemment, l'indice de développement humain ajusté aux inégalités. Ce sont des instruments quantitatifs de mesure économique plus larges qui permettent de corréler le progrès humain à des indicateurs tels le revenu, l'accès aux soins de santé et l'éducation. L'idée d'un progrès matériel des êtres humains est au cœur du concept de développement humain, donc du développement durable. Cependant, ce méliorisme s'adresse avant tout à l'individu comme agent rationnel et à ses conditions de vie. Le développement durable se positionne donc moins au regard du développement des nations qu'au niveau du développement humain individuel dans le monde entier. L'État, marginalisé par la globalisation, fait place à l'individu et à son développement. Par ailleurs, le principe de justice au cœur du concept de développement durable possède aussi une dimension temporelle et élargie qui inclut la considération envers les générations futures. Il tient donc compte du contexte global d'exercice de cette justice, c'est-à-dire la crise environnementale à l'échelle mondiale. L'environnement devient ici une limite dans le temps et l'espace que l'économie capitaliste doit internaliser. Cependant, le moteur de ce développement durable reste le modèle de l'économie capitaliste qui doit être réformé pour tenir compte de la crise environnementale.
C'est ce à quoi nous assistons actuellement avec la transition énergétique au niveau mondial dans l'adoption de stratégies de production d'énergie renouvelable. La force attractive du triangle environnement, économie, développement s'est déployée au sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, on l'a dit avec l'adoption de l'agenda 21, au sommet mondial du développement durable de Rio+10 à Johannesburg en 2002, puis en 2020, à Rio+20 à Rio de Janeiro en 2012. Et ce concept n'a cessé de s'affirmer politiquement. Moi, j'insiste sur les enjeux politiques et économiques à l'échelle de la planète, tout en se diversifiant dans ses définitions ou ses mises en œuvre. Il a été évidemment remis en question par de nombreux groupes, qu'ils soient sociaux, les écologues, que ce soit les ONG locales ou internationales, ou que ce soit des chercheurs universitaires. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, ce concept tentaculaire demeure incontournable, tant à l'échelle des institutions internationales que nationales, régionales ou même locales. Le concept de développement durable est devenu en 30 ans la nouvelle grille d'interprétation des politiques publiques, telle une idéologie politique. Il oriente l'action et la décision politique. Le développement durable, héritage du rapport Brundtland, est devenu un projet politique mondial. C'est ce que je vais essayer de montrer maintenant, c'est mon deuxième point, avec les objectifs du développement durable, les fameux ODD. Alors, les objectifs du développement durable ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, mais comme on l'a dit, ces objectifs ne sortent pas de nulle part. La conférence des Nations unies sur le développement durable à Rio de Janeiro en 2012, Rio+20, a en effet adopté un document intitulé « L'avenir que nous voulons » et c'est ce document qui pave la voie aux ODD. Ce document fait la synthèse des problèmes environnementaux et des priorités du développement durable. Il fait le tour des préoccupations des États du Nord, du Sud ou émergents, ainsi que des voies de solution. Ce qui a été dit tout à l'heure, les problèmes de viabilité, de durabilité environnementale sont en effet plus criants qu'il y a 20 ans. C'est toujours la même litanie qu'on entend. Acidification des océans, perte de biodiversité, déforestation, phénomènes météorologiques extrêmes, désertification, pollution des déchets chimiques, pollution par l'exploitation minière, etc. Donc on est toujours, le diagnostic, on le connaît. Les problèmes liés au développement humain sont tout aussi gigantesques. Augmentation de la population mondiale, insécurité alimentaire, problème d'accès à l'eau potable avec une urbanisation galopante, surpêche, conséquences des changements climatiques pour les pays du Sud en particulier, augmentation des inégalités de richesse, etc. Les constats, comme je l'ai dit, sont bien documentés. Depuis le rapport Brundtland, on se répète. Les solutions proposées passent par les mises en œuvre du développement durable qui va permettre, et là je cite le rapport, l'abandon de modes de consommation et de production non viables en faveur de modes durables, ainsi que la protection et la gestion des ressources naturelles sur lesquelles repose le développement économique et social, qui sont à la fois les objectifs premiers et les préalables indispensables du développement durable. En soudant l'économique à l'environnement au sein du développement durable, ce document affirme qu'en changeant la façon de produire, une richesse mondiale renouvelée sera induite, permettant alors une élimination de la pauvreté et de la faim. Ce document fait d'ailleurs état de toutes les conventions, programmes d'action, stratégies conduites sous l'égide des différentes organisations des Nations Unies qui travaillent déjà à la mise en œuvre du développement durable. Le constat de ce document est simple, le mouvement est lancé pour une transformation de l'économie mondiale afin qu'elle fonctionne de façon durable et plus équitable. Donc, pour les Nations Unies, il y a vraiment l'idée que ce mouvement de transformation, eh bien, il est là. Il s'agit maintenant de le mesurer, c'est-à-dire de quantifier. Et c'est les ODD qui vont servir, si vous voulez, d'outils de quantification. Parce que l'horizon, c'est 2030, et ce sera l'heure des bilans pour évaluer quels sont les objectifs qui auront été atteints. Donc, on pourra d'ailleurs, année après année, évaluer si certains objectifs ont été atteints ou pas, et ce, suivant les pays. Bref, quels sont les bons et les mauvais élèves? On pourra à ce moment-là l'évaluer. Ces mauvais élèves pourront de toute façon améliorer leurs efforts, augmenter leur budget dans tel ou tel secteur, demander de l'aide financière, etc. C'est les mécanismes contraignants ici.
Mais pour faire cette évaluation quantitative, il faut des indicateurs de performance. C'est le travail des statisticiens. C'est un travail complexe qui fait intervenir des choix de catégories. Sexe, âge, revenus, appartenance ethnique, lieu de résidence, type de handicap, statut migratoire, etc. Tous ces choix de catégories sont non neutres et ils sont combinés avec une évaluation quantitative précise. Je vais donner un exemple pour illustrer là, quelque chose qui est un peu abstrait, mais quand vous regardez là, les ODD, on s'arrache un peu les cheveux pour comprendre comment ça fonctionne. Mais il faut vraiment les penser comme des statistiques et puis des outils d'évaluation. Par exemple, 1.1.1, proportion de la population vivant au-dessus du seuil de pauvreté fixé au niveau international. Ceci est un indicateur défini pour évaluer l'objectif numéro 1, qui est éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, qui est lui-même divisé en 7 cibles. Chaque cible porte au moins 1 ou 2 indicateurs quantifiables. Donc on voit bien là que c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une quantification et puis de critères qui sont parfaitement définis. Les ODD rassemblent donc 17 objectifs avec 169 cibles. Mais sa présentation visuelle, ludique et iconique, tout le monde connaît les petits dessins des ODD, c'est un document fort complexe à appliquer. Les 17 objectifs sont très ambitieux, réduire la pauvreté, la faim, les inégalités, développer une croissance économique durable, assurer l'accès à l'eau potable et eau sanitaire, protéger les écosystèmes et les océans, construire des villes durables, lutter contre les changements climatiques, promouvoir la paix sociale. Je ne les ai pas tous listés. Les cibles et les indicateurs fournissent en théorie les moyens de quantifier les changements. Cependant, en pratique, une des premières études, qui date donc de 2016, qui a proposé un premier palmarès des pays en utilisant les indicateurs des ODD, montre une hiérarchie connue. Le résultat ne surprend pas. Les pays occidentaux arrivent en tête, les 3 premiers étant les pays scandinaves. Le Canada arrive 13e. C'est pas si mal, hein? Les 3 premiers, donc oui, c'est ça. Donc le Canada arrive en tête 13e avec 60,16 au pointage. Bien sûr, avec l'Inde, qui est 110e, et les pays africains, ils sont bons derniers dans le palmarès. Le Congo, 147e, a un pointage de 31,3. L'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, avec la Chine, se trouvent à peu près au milieu de cette hiérarchie. Ce que je veux montrer ici, c'est que nous nous trouvons devant un modèle de développement durable comme un modèle à suivre. C'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure. Le modèle de développement durable des pays occidentaux est à nouveau le seul modèle à suivre, exactement comme au bon vieux temps du modèle de développement avant le rapport de Brundtland. Bien sûr, le contenu du développement durable a incorporé la contrainte environnementale au modèle du développement économique et capitaliste. C'est une bonne nouvelle, mais est-ce suffisant? Et c'est là ma question et ma conclusion. Nous faisons face aujourd'hui, et ça a été dit dans la présentation précédente, à des défis globaux de plus en plus intenses. Les changements climatiques, la perte de la biodiversité, l'écart croissant entre les riches et les pauvres, les phénomènes migratoires et l'instabilité politique. N'y a-t-il pas la place pour différents modèles de développement durable qui incluraient la dimension culturelle et respecteraient davantage la diversité de nos façons d'habiter la Terre? Et à travers ça, évidemment, quand on pose cette question-là, on se dit, ça veut dire qu'il faut remettre à plat, re-questionner notre mode de fonctionnement économique. C'est un peu, je fais écho ici à ce qui a été dit précédemment. Donc, ce que j'ai cherché à faire avec d'autres dans ce livre, à chacun son développement durable, dont en fait je donne quelques grandes lignes ici, c'est justement de montrer qu'il y a d'autres modèles de développement durable qui sont possibles, avec d'autres schémas éventuellement de développement économique, et qu'il faut recontextualiser parce que chaque pays a des différences, a des priorités de population, des priorités environnementales, et qu'on peut difficilement, encore une fois, prétendre qu'on peut appliquer la recette du développement telle qu'on l'a fait avant le rapport Brundtland. Voilà, merci. Je remercie nos 3 conférenciers que j'invite
À l'avant, oui, pour prendre les questions sous le regard de Hans van Carlovitz, là, qui nous observe, parler du développement durable aujourd'hui. Alors, merci pour toutes ces observations très enrichissantes sur l'interprétation du rapport Brundtland, de son concept de développement durable, de la portée qu'il a eue et qu'il devrait avoir également aujourd'hui. Alors, je propose là, que les gens dans la salle, que vous puissiez poser là, vos questions, peut-être vous nommer et puis dire à quel conférencier s'adresse votre question. Alors, vous m'avez posé la question, alors finalement, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une gouvernance mondiale, en fait? Est-ce que l'enjeu n'est pas une question de gouvernance mondiale? Je crois que l'enjeu, si vous voulez, des ODD, c'est justement de mettre en place une gouvernance mondiale. La question que je pose, c'est que toute la mise en œuvre du concept de développement, puis des programmes d'application des Nations Unies et le programme américain qui ont suivi après la guerre, ont mené à une situation qui a été analysée comme du néocolonialisme. Hein, donc où le développement engendrait, surtout dans les pays du Sud, du sous-développement. Donc on était dans une situation qui n'améliorait pas finalement la condition réelle des populations, et de l'ensemble des populations. Donc la question que je pose justement, c'est est-ce que de toute façon, il n'est pas utopique de penser qu'on peut résoudre des problèmes politiques par finalement des mécanismes si vous voulez, à l'échelle des Nations Unies, pour lesquels, surtout dans la conjoncture politique actuelle, vous avez quand même des hauts responsables politiques qui critiquent vertement les Nations Unies. Je parlerai simplement de l'UNESCO, qui a eu des émotions la semaine dernière. Voyez-vous, les enjeux sont tellement politiques et sont donc de l'ordre des rapports de pouvoir. Est-ce qu'on peut penser qu'on puisse, dans la conjoncture actuelle qui change sur le plan des grandes puissances, sur le plan géopolitique, est-ce qu'on peut penser qu'une gouvernance mondiale est possible? Moi, j'aurais tendance à dire non. Et je dirais que d'autant plus que quand vous voyez les solutions qui sont apportées des fois pour certains pays du Sud, là je vais parler de l'expérience que nous avons eue à la Comest, à l'UNESCO, puisque nous sommes allés au Sénégal au mois de mai dernier, où face au changement climatique, la mer qui monte sur le bord à Saint-Louis, qui est donc une île dans le delta du fleuve Sénégal, face à cette montée de la mer, les solutions qui sont, on parle d'un village de 24 000 habitants quand même, hein, de pêcheurs de haute mer, qui est quand même la deuxième source économique du pays, quand vous voyez les solutions qui sont apportées par les pays du Nord, c'est des grandes digues qui vont coûter des millions et des centaines de millions de dollars. Vous dites, est-ce que c'est ça les solutions qui sont adaptées? Est-ce que cet argent-là vraiment va créer une solution, alors que dans le fond, il va falloir trouver des solutions qui, si sont techniques, doivent être aussi sociales et médiatisées par le politique. Moi, je crois qu'à vouloir imposer un cadre de gouvernance, on impose aussi un rapport de pouvoir, et je ne crois pas, en tout cas, que ça soit face à l'urgence des changements qui s'en viennent et qui sont déjà en marche, que ça soit la bonne stratégie. Donc, ma position est assez claire là-dessus. Je crois qu'il faut de la diversité. Et ça veut dire aussi le terme de prise en charge politique des populations. Et c'est ce que j'ai constaté au Sénégal, les populations ne sont pas passives. Et donc, ça implique politiquement. Et ça, c'est assez rassurant. Quand on parlait des menaces sur la démocratie, là, je crois qu'il faut voir que les urgences vont faire que probablement on va être obligé d'inventer des nouvelles modalités de résolution de problèmes, parce que les solutions qui viennent d'en haut, ça ne me paraît pas les meilleures. J'ai le goût d'être brutal, parce que
nous avons eu dans plusieurs pays des nationalismes qui se sont développés. Vous avez le Venezuela avec Chavez, vous avez Lumumba, vous avez Sankara, des grands leaders charismatiques, vous avez même eu donc des gens qui ont voulu développer leur pays. J'ai travaillé avec Joseph Kabila, le père, en République démocratique du Congo, sur la stratégie de biodiversité du Congo. Et l'approche était entièrement contrôlée par le pays. Et quand nous l'avons présenté aux différentes ambassades, on a vu que certains trouvaient qu'on était un peu trop nationaliste. Et puis, les puissances économiques mondiales et les lobbies internationaux font en sorte que certains pays ne peuvent pas se développer de la bonne façon. Il faut être très conscient de cette situation-là. C'est du néocolonialisme avancé, c'est de l'ingérence crasse, je dirais, et qui est basée sur le profit facile, sur la corruption. Et il nous faut absolument reconnaître ces points-là. Et puis lorsqu'on voit que certains pays qui ne payent pas leur cotisation à l'ONU et qui décident de contrôler l'ONU, qui ne veulent plus participer aux travaux de l'UNESCO, alors qu'ils souhaitent contrôler l'entièreté de la gouvernance mondiale. Alors il faut être conscient qu'on ne peut pas se fier à ces dirigeants-là, à ces pays-là, pour orienter le développement de la planète. Alors ça, il faut vraiment être très sévère à l'égard des dirigeants politiques et à l'égard des politiques internationales de développement de plusieurs pays. Les pays et puis, par exemple, la multipolarité est certainement une des réponses à un meilleur développement. Pour favoriser une diversité de développement, il nous faut accéder à une multipolarité, alors que pendant des années, on a vécu une unipolarité avec les pays de l'OTAN qui dirigent à peu près l'ensemble de la planète. Alors, il nous faut être conscient qu'avec l'émergence des grands pays comme la Chine, comme l'Inde et la Russie, on va assister même, si on permet à l'Amérique latine de se relever davantage, avec le Brésil, on va voir l'émergence d'une multipolarité qui va favoriser cette diversité et qui va nous amener vers des cieux bien meilleurs que ceux qu'on a connus jusqu'à maintenant. Oui, je pense que, bon, face au problème d'environnement, de développement durable, on est quand même conduit nécessairement à s'appuyer sur penser globale et agir local. Il faut d'abord penser global. On ne peut pas uniquement penser local, puisqu'on est tous interdépendants. Et donc, qui dit penser globale, dit nécessairement un minimum de gouvernance mondiale, une gouvernance mondiale. Alors, j'admets que celle qui existe n'est pas totalement satisfaisante, mais par quoi vous la remplacez? Et donc, je pense qu'il faut délibérément garder foi dans la Charte des Nations Unies, hein, nous, peuples, hein, c'est pas simplement les gouvernements. Le premier mot de la Charte des Nations Unies, c'est nous, peuples, c'est-à-dire c'est l'ensemble des citoyens de tous les pays qui ont le pouvoir dans l'humanité. Et par conséquent, il faut réintroduire le peuple dans les Nations Unies, sans pour autant supprimer les gouvernements, parce qu'il faut bien qu'il y ait une gestion et qu'il y ait quelqu'un qui décide et qui programme, qui planifie et qui finance. Mais il faut donner plus de place aux représentants de la société civile dans les instances internationales. Alors, il y a déjà des progrès par rapport à ce que c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'ONU accepte maintenant que les ONG puissent s'asseoir à côté ou dans la salle. Hein, et alors, je vous donne un exemple personnel. Je suis président d'une ONG internationale. Bon, je n'ai pas beaucoup de pouvoir, évidemment. Je ne peux pas décider à la place des gouvernements. N'empêche que, en tant que représentant, pas de la société civile, mais de mon groupe d'experts scientifiques de droit de l'environnement, j'ai pu, avec mes amis,
influencer les décisions prises à l'ONU, et notamment à Rio +20, hein, alors que les États-Unis et le Canada, le Japon, l'Union européenne disaient par rapport à un principe qu'on voulait promouvoir, que j'ai évoqué dans ma conclusion, la non-régression. On disait c'est une idée d'intellectuel, ça n'existe pas, c'est pas du droit, ça sert à rien. Le groupe des G77 plus la Chine ont repris cette idée, l'ont poussée, et maintenant c'est dans le texte final de Rio +20, au paragraphe 20 et 21, c'est-à-dire que les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, etc., adoption par consensus, c'est dans une déclaration internationale. Donc je veux dire que des idées qui viennent de la base peuvent maintenant avancer dans la gouvernance mondiale pour s'imposer au gouvernement en utilisant les procédures subtiles de participation des ONG. Hein, et à la prochaine conférence de l'ONU sur l'environnement à Nairobi, hein, au mois de décembre, l'Assemblée générale de l'environnement, je vais avoir la parole pendant 3 minutes, comme ONG, devant les chefs d'État et gouvernement. Bon, il y a 10 ou 15 ans, je n'aurais pas eu la parole. Alors je suis content d'avoir la parole pendant 3 minutes, et croyez-moi que je vais préparer mon topo pendant 3 minutes pour en dire autant que pendant 1 heure. Hein. Mais je veux dire qu'il y a des choses qui avancent. La gouvernance internationale avance, progresse, mais il faut que nous soyons les acteurs de cette gouvernance internationale. Est-ce qu'on serait indiscret de savoir ce que vous allez leur dire pendant ces 3 minutes? Ce serait intéressant de vous entendre. Est-ce que vous allez leur exprimer votre déception quant au principe de non-régression, par exemple, qui ne fait pas partie là, des déclarations onusiennes? Est-ce que... Il faut faire des propositions pour le futur. Il ne faut pas critiquer les gouvernements, le passé, etc. Il faut avancer. Et donc, il faut comme Brundtland, c'était avancer, hein, c'était faire un constat, mais c'était aussi proposer des axes, des solutions. Donc, il faut proposer. Hein. Les gouvernements, ils attendent que ça. Hein. Ils n'ont pas d'idées. C'est à nous de donner des idées. Et la Charte de l'humanité sur laquelle vous travaillez avec un groupe depuis quelques années, c'est un projet, j'imagine, là, que vous allez tenter de pousser. Un projet de convention sur le droit de l'homme et l'environnement. Il y a une déclaration sur les droits de l'humanité. Hein. Alors évidemment, les droits de l'humanité, ça n'existe pas, personne ne sait ce que c'est. L'humanité, si, les philosophes savent ce que c'est que l'humanité, mais les juristes ne savent pas. Hein. Ce n'est pas une personne juridique, donc ça n'existe pas. Et donc, il faut montrer que ça peut exister, que l'humanité, c'est l'ensemble des communautés individuelles, plus la nature, qui fait partie de l'humanité. Et donc voilà, alors il faut pousser ces idées. Vous posez une bonne question parce que, en fait, la question que vous posez, c'est essentiellement, dans le fond, la question de la justice. Est-ce que ne doit pas être le principe qui hiérarchise, en quelque sorte, l'ensemble des ODD? Je crois que vous mettez le doigt sur le problème des ODD. C'est que, finalement, comme ce sont des objectifs et qu'il y en a toute une liste, on a un problème de hiérarchie et de priorité, puis de voir comment ils s'articulent les uns par rapport aux autres. Ce qui fait que les stratégies, malheureusement, qui sont en place, c'est que chacun vient piocher, si vous me permettez l'expression, dans un des objectifs qui l'arrange, en quelque sorte, ou qui lui permet de reformuler ses propres politiques ou ses propres actions pour que ça soit compatible avec un des objectifs du développement durable. Vous avez raison de dire que le problème, en tout cas sur le plan éthico-philosophique, c'est la question de la hiérarchie des priorités. Sauf que, évidemment, là, si on dit ça, on revient dans un vieux débat qui était préalable au rapport Brundtland, c'est-à-dire vous aviez ceux qui faisaient la promotion de l'idéologie du développement, hein, donc, mais c'est comme je l'ai dit, le développement des nations, et puis vous aviez tous les courants environnementalistes des années 60-70 qui, eux, voulaient justement faire introduire dans la conception, si je puis dire, du monde et en particulier qui était véhiculée à travers les objectifs du développement et les droits de l'homme, une vision moins anthropocentrée qui introduise évidemment les questions
environnementale. Et donc, quand vous regardez l'historique de ces années-là, jusqu'à la déclaration de Rio, vous avez cette compétition entre deux visions du monde. Et là, où la question, c'est est-ce qu'on a une vision plus anthropocentrée ou est-ce qu'on a une vision plus écocentrée? Et je crois que, si vous voulez, si les objectifs du développement durable, eh bien, le problème actuellement, c'est qu'ils essaient de composer, un peu comme a essayé de le faire la déclaration de Rio, mais en mettant, disons des priorités plus du côté anthropocentré que écocentré. Mais je crois que là, on a un problème de cohérence. Et donc, à partir du moment où on hiérarchise, il y a peut-être la question de la justice, ce ne sera pas simplement pour les populations les plus vulnérables ou les plus pauvres, mais il va falloir penser peut-être à la justice vis-à-vis des écosystèmes. Et là, vous comprenez que j'imagine que les juristes à côté de moi se disent « Ouh là là, ça, c'est beaucoup plus compliqué ». Donc, ce que je veux dire, c'est que vous voyez que l'enjeu derrière les ODD est justement, à mon point de vue, d'éviter ce genre de débat de fond et d'essayer de composer avec les courants qui sont les uns avec les autres et de faire, comme il a été dit, avancer les choses, les faire s'ouvrir et tirer du meilleur parti de ces objectifs-là. Bien, je dirais, moi, je pense que si je pourrais conclure à nouveau sur la situation, c'est qu'il faut faire confiance aux individus. Il faut que l'individu soit conscient de son pouvoir d'influence, qu'il soit, comme je l'ai été dans un appareil public ou dans une université ou dans une entreprise. Chacun d'entre nous a le pouvoir de changer les choses et a le devoir de faire de son mieux pour y arriver. Et puis, pour s'aider dans sa démarche, il faut qu'il puisse reconnaître les puissances qui l'entourent et qui influencent le développement de la société pour pouvoir agir sur ces pouvoirs-là. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai centré mon intervention, puis j'espère qu'on pourra, en s'inspirant des principes du développement durable, guider l'action qui nous amènera vers un monde meilleur. Sur les ODD et la justice, etc., je voudrais insister sur un élément qui est lié finalement à la gestion de la gouvernance mondiale et à la bureaucratie onusienne et autres, c'est que traditionnellement, ces structures, comme dans les États nationaux, avec la séparation des ministères, chacun est compétent et s'occupe d'un secteur et d'un domaine. Et cette spécialité des compétences et des autorités, évidemment, permet d'aller en profondeur dans un certain nombre de domaines, mais empêche justement la transversalité des actions. Or, l'environnement, c'est quelque chose qui exige une gestion horizontale. Tous les secteurs sont concernés, tous les ministères sont concernés, etc. Et ça, c'est un effort très grand et un obstacle très grand au développement durable, finalement, aussi bien au niveau national qu'international, d'arriver à exprimer et à permettre à cette horizontalité de fonctionner. Alors, je vais donner des exemples très simples. Il y a une déclaration des Nations Unies et tout un processus et un bureau des Nations Unies sur les catastrophes. Et à Genève, un office, etc. Bon. Quand il s'est agi de développer le nouveau programme sur la gestion des catastrophes au niveau des Nations Unies, qui concerne en grande partie l'environnement, la déclaration de Sendai, qui date de 2015, alors les gens des catastrophes ont préparé un document impeccable sur les catastrophes. Ils sont compétents sur les catastrophes, ils savent tout. Simplement, il n'y avait pas référence du tout au lien entre catastrophe et droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, c'est un autre bureau, c'est un autre étage. Et donc il a fallu, nous, les ONG, qu'on se batte comme des fous pour imposer d'abord aux bureaucrates de l'ONU et ensuite au gouvernement
Mais dans beaucoup de cas, les gouvernements suivent ce que les bureaucrates ont proposé. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler sur les bureaucrates, autant que sur les gouvernements, pour arriver à ce que, maintenant vous pouvez lire la déclaration de Sendai sur les catastrophes, il y a les droits de l'homme. Bon, ben c'est pareil pour les ODD. Au début, le développement durable, alors si, dans Brundtland, il y avait, mais après, c'est passé ailleurs, c'est d'autres bureaux. Mais maintenant, il y a les droits de l'homme dans les ODD, hein, et c'est écrit noir sur blanc. Alors que ce n'était pas évident il y a 15 ans que le même texte intègre. Donc le problème, c'est l'intégration. Et la déclaration de Rio, et je pense qu'il était beaucoup dans le rapport Brundtland, le principe d'intégration. Hein, c'est un des principes de Rio. Il faut intégrer les politiques d'environnement dans toutes les autres politiques. Et ça, au point de vue politique, on comprend tout de suite, mais il faut voir après, au point de vue opérationnel, comment ça doit surmonter des obstacles bureaucratiques et administratifs et juridiques énormes. Merci pour cette réflexion très juste, en fait. Donc, un des défis du développement durable, c'est de trouver probablement un juste équilibre entre l'intégration de l'environnement aux décisions économiques et la recherche de l'équité. Donc, trouver un équilibre dans tout cela, ce n'est pas simple. Et nous vous remercions pour vos observations très riches, pour vos mots d'encouragement, d'espoir également. Vous avez plein d'idées. On a entendu aussi Mme Parizeau nous parler d'Amartya-Sen. J'aurais beaucoup aimé vous entendre parler davantage, là. J'aimerais peut-être juste un petit mot de la fin pour poser la question, comment est-ce que les attentes de tous et chacun, la notion de capabilities d'Amartya-Sen peut faire évoluer, selon vous, notre conception du développement durable, puis nos approches de développement durable? Est-ce que cet indice de développement humain dont vous avez parlé pourrait faire progresser davantage, là? C'est peut-être une question un peu complexe pour la fin, mais juste un petit mot de la fin là, sur cet Amartya-Sen là, qui est un grand penseur quand même et qui peut nous enseigner des choses intéressantes à ce sujet. Bon, je vais reprendre, parce que là, c'est un cours, hein, ça, si on s'entend, là. Je vais juste donner une définition des capabilités. Ça consiste en une approche économique qui introduit des différences entre les individus à partir de leur capacité réelle de choix. Donc, c'est vraiment centré sur les individus et c'est une approche qui a été intéressante, surtout pour les pays du Sud, pour pouvoir montrer que, par exemple, du point de vue genré, c'est-à-dire du point de vue des hommes et des femmes, les opportunités, les choix n'étaient pas les mêmes parce que les contextes n'étaient pas les mêmes et qu'on ne pouvait pas, évidemment, prendre les décisions de la même façon. Bon, pour vous donner simplement un petit exemple, on travaille actuellement à la COMES sur l'éthique de l'eau et évidemment, la question de l'eau potable, on est obligé de focaliser dans les pays du Sud sur le rôle des femmes. Et ça, c'est tout à fait dans la perspective des capabilités pour voir un peu à la fois quelles sont leurs marges de manœuvre, leur pouvoir réel pour changer les pratiques, leur action concrète, parce que les femmes, c'est elles qui généralement gèrent l'eau à la maison. Donc, si vous voulez, la question d'aller chercher de l'eau, la question de la gérer, comment, à ce moment-là, rendre ces femmes, si vous voulez, des capacités, c'est-à-dire à la fois reconnaître, si vous voulez, leur capacité à agir et en même temps leur donner les moyens d'agir. Donc, c'est un concept qui est intéressant parce qu'il a ouvert, si vous voulez, une complexité, puis est allé plus proche des gens. C'est un concept qui, bon, a ses inconvénients aussi, évidemment, parce qu'il a une approche très, comment dirais-je, individualiste, qui a des fois tendance un petit peu à, à mettre encore sous le boisseau la question de la culture, des traditions. Et donc, c'est toute une réflexion, à mon point de vue, sur justement qu'est-ce que c'est que la culture et qu'est-ce qu'on transmet dans la culture, qu'est-ce qui est différent. La culture, c'est vivant. Mais en même temps, on transmet des choses d'une génération à l'autre. Alors, je dirais que c'est un petit peu ce qui m'apparaît la partie, disons, à développer chez Amartya-Sen dans la notion de capacité. Mais il a fait avancer, surtout du point de vue des pays du Sud, des questions qui n'étaient pas prises en compte, surtout dans la façon d'évaluer certaines pratiques ou simplement les revenus ou les choses comme ça. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, au nom des organisateurs de l'événement et de tous les participants dans la salle, je vous remercie tous les trois. Merci.